Bonjour et merci de suivre ce journal sur Africable Télévision. Voici les principaux titres d'Afrique Midi. 4 musulmans ont été tués en Égypte dimanche, lynchés par la foule pour leur appartenance à la communauté chiite, minoritaire dans le pays. Un crime sans précédent dont se sont félicités de nombreux habitants du village d'Abou Moussalam, à 30 km au sud du Caire. Coupe du monde junior, Turquie 2013. Ce mardi, le Mali va croiser la Grèce au compte de la deuxième journée de la poule D. Et si les Aiglons du Mali remportent ce match, ils pourront accéder au 8e de finale. Mais tout d'abord, une dizaine de chefs d'État se trouvent à Yaoundé depuis hier pour lutter contre les actions des pirates des mers. Ils participent au sommet de la CEAC et de la CEDEAO sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. La production de pétrole est en jeu. Ils appellent donc au déploiement d'une force internationale. En 2012 et pour la première fois, il y a eu plus d'attaques de navires dans le golfe de Guinée qu'au large des côtes somaliennes. L'épicentre de la piraterie africaine s'est donc déplacé d'est en ouest. Une petite dizaine de pays sont concernés, du Gabon au Ghana en passant par le Nigeria. Même la Côte d'Ivoire a récemment été touchée. Depuis le début de l'année, 70 attaques ont déjà été recensées. Dans cette zone, c'est l'or noir qui attire les pirates. Le golfe de Guinée abrite l'un des plus grands gisements de pétrole offshore au monde, estimé à 24 milliards de barils. C'est 4,5% des réserves mondiales de brut. Les pirates attaquent des navires pour saisir leur cargaison de pétrole raffiné et le revendre ensuite au marché noir. Ainsi, du point de vue des pirates, les choses doivent aller vite. Ils sont du coup généralement très violents avec les équipages. Ce nouveau fléau ouest-africain pèse sur les économies locales. De plus en plus de navires s'équipent de gardes armés. Les primes d'assurance ne cessent de grimper. Le trafic a réduit des 2/3 dans certains ports du golfe de Guinée où transitent nombre de richesses ouest-africaines. L'enjeu du sommet de Yaoundé est de trouver une réponse commune pour combattre la piraterie et assurer la sécurité dans la zone. Pour l'instant, le golfe de Guinée ne dispose pas de la protection d'une force navale internationale, comme c'est désormais le cas dans l'océan Indien. Ces patrouilles ont permis de réduire considérablement les actions des pirates somaliens. En Égypte, on parle plus des manifestations contre le président Mohamed Morsi et les frères musulmans, mais beaucoup moins des violences interreligieuses. Un crime sans précédent a eu lieu dimanche, une semaine avant le premier anniversaire de l'investiture du chef de l'État. 4 chiites ont été lynchés par la foule. Une foule en colère dans les rues d'Abou Moussalam, un village proche du Caire. Transportés à bout de bras, les cadavres de 4 hommes battus à mort par leurs voisins. Leur tort, être chiites, une confession minoritaire en Égypte. La scène s'est passée dimanche et cette vidéo amateur s'est tout de suite répandue sur Internet. Il y a des gens qui ont commencé à se féliciter entre eux en se disant « bon débarras ». Ça fait des chiites en moins. Et au milieu du chaos, des policiers inefficaces, une scène devenue banale en Égypte. C'est seulement maintenant que vous arrivez, s'énerve le caméraman. Les policiers ne sont même pas entrés dans le quartier. Il y a des gens qui ont été tués et ce sont les habitants qui ont emmené les corps à la police. Ce lundi, le village a retrouvé son calme, du moins en apparence. Si certains, comme cet homme, condamnent ce lynchage, la plupart des habitants se félicitent au contraire de la mort des 4 chiites. Un épisode de plus dans la vague de haine qui frappe cette communauté religieuse en Égypte. Les victimes, une figure religieuse connue, son frère et 2 autres hommes, ont été frappés par la foule après avoir été sortis de force d'une maison attaquée au cocktail Molotov. Un crime condamné par le gouvernement égyptien qui promet une punition exemplaire. Mais cela ne convainc pas la communauté chiite ni l'opposition libérale qui accuse le président Morsi de laisser prospérer ces crimes haineux pour ménager ses alliés salafistes. L'actualité au Mali, première avancée dans l'application de l'accord préliminaire de Ouagadougou en vue de la tenue de la présidentielle malienne à Kidal. La commission mixte de sécurité était hier dans la localité. L'objectif, répertorier et définir les sites de cantonnement des ex-combattants. Envoyés spéciaux à Kidal, Sékou Tangara et Seydou Niari. Presque une semaine après la signature de l'accord préliminaire entre d'une part le gouvernement malien et d'autre part le MNLA et le HCUA, la matérialisation du protocole d'entente de Ouagadougou semble s'accélérer.
23 juin 2013, le moment est historique. Des officiers maliens débarquent à l'aérodrome de Kidal en compagnie d'autres frères d'armes de la MISPA, de la MINUSMA et de l'opération Serval. Pas de temps à perdre, la commission mixte de sécurité doit rapidement répertorier et déterminer les sites de cantonnement des ex-combattants rebelles Touareg avant leur désarmement. Nous sommes venus échanger avec les groupes signataires, avec nos partenaires de la MISMA, MINUSMA et de l'opération Serval, pour voir dans quelle mesure on peut avancer sur le choix des sites de cantonnement, commencer le processus de cantonnement, puisque la MISMA a commencé à se déployer, pour que dans les brefs délais, les forces armées, au moins les premiers éléments quand même, puissent se déployer à Kidal. Boutique fermée, rue déserte, Kidal est étonnamment vide ce dimanche matin. La délégation rencontre d'abord le patriarche Ag Intala ainsi que des représentants du MNLA et du HCUA. Des échanges jugés globalement positifs. Cela démontre que le MNLA et le HCUA ainsi que le gouvernement malien sont en tout cas en train de travailler comme un seul homme pour faire de ce pays un seul pays. Affirmatif, on a identifié les endroits de cantonnement. Bon, les dates, ça dépend du programme de la commission mixte de la sécurité qui gère tout ça. Bon, les discussions sont sur de bonnes bases. Encore faut-il que nous continuions à avancer pour respecter les délais conformément à la volonté politique de les faire sans plus tarder dans les brefs délais. Je pense que pour le moment, chacun y met du sien. Nous espérons que les choses vont aller encore plus vite. Ça avance. Après Kidal, d'autres localités du Nord seront visitées par la commission mixte de sécurité avec toujours la même mission, répertorier et convenir des sites de cantonnement avant le désarmement des ex-combattants, puisqu'il ne saurait jamais y avoir deux armées dans un même pays. Mali toujours, la candidate de l'Alliance Château 2013 était ce lundi à Kita dans la région de Caille pour répondre à l'invitation des militants du PDS et de plusieurs associations de jeunes et de femmes qui ont décidé de soutenir sa candidature à la présidentielle du 28 juillet prochain. Aïdara Aïchata Sissé, entourée d'une importante délégation, s'est félicitée de la forte mobilisation. Envoyés spéciaux Mahmoud Kabadjakité et Cheikh Tidiane Koulibaly. Voici l'impressionnant accueil réservé ce matin à Aïchata Sissé, dite Château, à Kita. Ils étaient des centaines de jeunes et femmes mobilisés à cette cérémonie initiée par les militants du PDS de Kita et environnants pour réaffirmer leur engagement à celle qu'ils ont nommée la Dame de Fer. Un engagement pour la cause des femmes, des jeunes et des enfants au risque de sa vie pendant cette crise selon ses partisans. Ce que nous pouvons remarquer par ce grand nombre de militantes et militants pour cette rencontre, les multiples efforts que vous avez menés durant la crise sans précédent qui a plongé le pays dans la désolation sont connus de tous. Vous avez défendu corps et âme au prix de votre vie les populations du Nord qui ont souffert des exactions commises par les fous de Dieu. Les efforts de cette brave patriote, nous, élus nationaux et communaux, militants, dirigeants et sympathisants du PDS, membres actifs des associations de femmes et de jeunes, animateurs des organisations de la société civile, citoyens et patriotes maliens, prenons l'engagement de soutenir la candidature de Mme Aïdara Aïchata Sissé, dite Château, à la magistrature suprême de notre pays. Madame Aïdara Château, nous sommes avec vous. Députée de Bourène, elle a volontairement sillonné le monde entier à ses risques et périls pour présenter à l'opinion publique internationale la réalité des faits qui ont engendré cette crise du Nord. Des dizaines d'associations, de mouvements de femmes et de jeunes ont au cours de cette cérémonie manifesté leur adhésion à l'Alliance Château 2013 dans l'optique de voir leurs conditions de vie s'améliorer avec Aïchata Sissé comme présidente du Mali. Ainsi, ils ont réitéré leur engagement à lui offrir la victoire le 28 juillet prochain. Un gage de confiance qui n'a pas laissé la candidate indifférente. L'engagement que je peux faire pour ces femmes-là, c'est de leur dire que si je suis présidente de la République, pour celles qui ont des diplômes à compétences égales, la parité ne va plus être un rêve, ça va être une réalité. Et pour les femmes qui n'ont pas de terre,
pour cultiver. Je veux parler des femmes paysannes. Et moi, je leur fais la promesse, pas de retirer les terres des hommes pour leur donner, mais de leur trouver des terres pour cultiver et de les aider dans le domaine de l'agriculture. Et surtout que dans mon programme, j'avais dit que, quand j'ai lu mon programme la dernière fois lors de mon investiture, j'avais dit que j'allais vraiment aménager 200 000 hectares. Donc j'ai vraiment des projets pour les femmes, pour les jeunes, pour les hommes et surtout pour le Mali. Avec comme axe prioritaire la sécurité, la valorisation de l'agriculture, la promotion de la femme et des enfants, avec à l'appui la création de 500 000 emplois pour les jeunes, Aïdara Aïchata Cissé reste jusqu'à ce jour la seule femme candidate déclarée à la présidentielle. L'actualité au Brésil, après plus de 10 jours de manifestations, la présidente brésilienne tente de sortir son pays de l'impasse à travers 2 grandes mesures, une profonde réforme politique et un plan d'investissement de 19 milliards d'euros dans les transports. À ce sujet, écoutons Dilma Rousseff. Les Brésiliens sont dans la rue car ils veulent du changement. Et ils veulent que les choses évoluent plus rapidement. Ils disent qu'ils veulent participer aux décisions importantes et ils exigent des services publics de qualité. Le peuple réclame aussi des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption afin de s'assurer que l'argent public soit utilisé correctement. Nelson Mandela est à l'hôpital depuis maintenant 18 jours. Ses proches se succèdent à son chevet. Son état se détériore et il est clairement entre la vie et la mort. L'Afrique du Sud se prépare à le voir disparaître. Nelson Mandela dans un état critique, c'est à la une de tous les journaux sud-africains ce matin et c'est Jacob Zuma qui l'a annoncé. Le président sud-africain est allé à l'hôpital de Pretoria dimanche soir en compagnie de Graça Machel, l'épouse de Mandela. Il a parlé avec les médecins qui ont évoqué une dégradation de l'état de santé du héros de la lutte contre l'apartheid depuis 24 heures. L'ancien président Mandela est dans un état critique à l'hôpital. Les médecins font tout leur possible pour s'assurer de son bien-être et de son confort. C'est le communiqué le plus alarmant depuis l'admission de Nelson Mandela à l'hôpital il y a plus de 2 semaines. Il y a encore quelques jours, un certain optimisme était revenu après que Jacob Zuma eut indiqué qu'il allait mieux. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui domine, que l'on soit sud-africain ou pas. Étant encore dans mon pays, au Cameroun, très petit, j'entendais parler de Nelson Mandela. Et c'est vraiment un monument en Afrique. Les Sud-Africains restent partagés dans leurs sentiments. Ils aimeraient qu'on le laisse mourir en paix, mais ils appréhendent sa disparition. Je ne sais pas ce qui va se passer lorsqu'il sera mort. Je ne sais pas ce qui arrivera à cette nation dans ce pays. Je ne sais pas. Les Sud-Africains continuent de prier pour le rétablissement de Nelson Mandela, encore plus ici, dans cette église de Soweto. Pour la 2e semaine consécutive, une grande partie de la messe était consacrée à la prière pour l'icône de la lutte contre l'apartheid. C'est entre les mains du Seigneur. Nous continuons à prier pour son rétablissement, pour celui qui a tant fait pour son pays et pour le monde. Depuis hier, la famille de Nelson Mandela se succède à l'hôpital, où les messages d'affection sont toujours aussi nombreux. Barack Obama a lui aussi adressé des pensées et des prières pour Nelson Mandela. Le président américain est attendu vendredi soir en Afrique du Sud. Et on termine avec la Coupe du Monde Junior Turquie 2013. Le Mali effectue cet après-midi sa 2e sortie dans la poule D. Les Aiglons doivent s'imposer ce mardi face à la Grèce, leader du groupe, s'ils veulent valider leur ticket pour les 8e de finale. Nos envoyés spéciaux Yacouba Dansoko et Al-Khalifa Touré se sont intéressés à la façon dont Moussa Keita, dit Dougoutigui, prépare ce match. Après son nul 1-1 face au Paraguay, le Mali croisera ce mardi la Grèce au compte de la 2e journée du Mondial Junior de football. Avant cette affiche, l'encadrement technique dirigé par Moussa Keita Dougoutigui a tout mis en œuvre pour l'opération 3 points face au leader du groupe D. Le sélectionneur de l'équipe junior du Mali est revenu en large sur la rencontre Paraguay-Mali. Il a ressorti les points faibles et les satisfactions de son équipe.
Les Aiglons sont suffisamment armés pour faire face à la muraille grecque, car le sélectionneur Dougoutiri a minutieusement étudié la sélection grecque dans tous les compartiments de jeu. Sur le terrain d'entraînement, les systèmes d'attaque-défense ont été bien élaborés. Le sélectionneur a également mis l'accent sur le placement de ses protégés, car la Grèce est une équipe disciplinée tactiquement. Germain Berthet, la grande satisfaction du premier match, continue de bénéficier de l'expérience de l'ancien gardien de but des Aigles, Mahamadou Sidibé Maha. Il sera sans doute le dernier rempart des Aiglons ce mardi face à la Grèce à Kamil Okak Stadium de Gaziantep. Quant aux membres de la Fédération malienne de football et du ministère de la Jeunesse et des Sports, ils ont tout organisé pour la qualification au second tour des Aiglons. Boubacar Diarra et ses coéquipiers en sont conscients. Ils ont déjà installé la peur dans le camp de leur adversaire. Merci d'avoir suivi ce journal. La prochaine édition d'information, c'est à 19h45 avec Afrique Soir. À demain.